Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau GCN Show. On a décidé de faire un petit peu de favoritisme cette semaine et de faire une vraie preview pour Paris-Roubaix, à la fois masculin et féminin pour la deuxième année consécutive. Alors restez bien accrochés et c'est parti. Et ouais mon Flo, et petite particularité cette année, les deux vainqueurs sortants, hommes et femmes, seront absents pour deux raisons totalement opposées. Malheureusement, Sonny Colbrelli pour des raisons médicales, on sait qu'il y a eu un problème cardiaque. Et chez les femmes, Lizzie Deignan qui est enceinte. Donc c'est aussi une question de santé, mais l'un c'est plutôt positif, l'autre plutôt négatif. Ouais, exactement. Et Lizzie Deignan qui a dit qu'elle reviendra en 2023, donc pourquoi pas pour accrocher un nouveau Roubaix, mais en tout cas ce sera pas pour cette année. Je te propose mon lot qu'on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par le gros morceau qui sont les hommes et ensuite on reviendra sur l'édition féminine. Je dis gros morceau parce qu'à nouveau cette année ils ont près de 260 km avec 30 secteurs pavés. Ils y gagnent un peu, il y a 200 mètres de moins de pavés au final. L'avantage de Roubaix, c'est qu'on n'a pas besoin de passer trop de temps sur le parcours parce qu'il varie très peu d'une année sur l'autre. Il y aura évidemment la trouée d'Arambert, ça c'est une des actualités à donner puisque c'est vrai que sur les dernières années elle n'a pas toujours été présente. Le fameux carrefour de l'Arbre, Mololo, des lieux mythiques qu'on a eu la chance de reconnaître il y a déjà 2 ans presque, avec Flo Sénéchal et Christine Magérus à l'époque, qui devrait faire le plein à nouveau de supporters à une date presque habituelle puisque on rappelle ça a été décalé pour raison d'élection, c'est pour ça qu'on a un petit week-end de retard et que l'Amstel Gold Race a été avancée elle d'une semaine. Et surtout, la météo sera importante à nouveau. Est-ce que tu penses, mon Lolo, qu'on va avoir la pluie pour une deuxième année consécutive ? Ouais mon Flo, alors ça je sais pas la pluie, mais tu vois, tu l'as dit, ça a été aussi déplacé. Avec le Covid, ça fait plus de 2 ans que Paris-Roubaix se trouve pas au printemps, donc c'est revenu au printemps. Alors peut-être que, justement, la météo sera meilleure. En tout cas, nous, Flo, ce qu'on espère, c'est qu'elle soit pourrie parce qu'on sait que Florian Sénéchal adore ça et que Christophe Laporte aussi. Donc, moi, je croise des doigts pour qu'il pleuve, qu'il fasse un temps dégueulasse. Après, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus risqué et potentiellement, il y aura un peu plus de soleil. Je vais te décevoir, mon Lolo, mais pour l'instant, à Roubaix, dimanche, il est annoncé 19 degrés et grand beau temps. Donc, a priori, ce sera un week-end de Pâques sous le soleil dans le nord de la France. Et bon, je pense que beaucoup de coureurs seront bien contents de revivre un peu les pavés sur le soleil. Mais tu as déjà lancé un peu cette preview en donnant des noms de prétendants. On va rentrer dans le vif du sujet, regarder un petit peu cette liste de départ avec du beau monde. Hein. On l'a dit, bon, Colbrelli malheureusement sera absent, mais globalement, il n'y a pas beaucoup d'absents de marque par rapport à ceux à quoi on pouvait s'attendre. Et on va avoir droit à nouveau à un duel Van Aert-Van Der Poel, en espérant que personne chope le Covid cette semaine, hein, évidemment. Qui nous avait un peu frustrés lors des courses précédentes et notamment lors du Tour des Flandres. Et tu l'as dit, Van Aert sera épaulé par Christophe Laporte, qui peut être aussi une très belle carte de rechange, comme on l'a vu aussi lors de la campagne des classiques. Et il y a de beaux noms, hein, mais il y en a certains qui ne sont pas dans la forme de leur vie. Je pense notamment à un Peter Sagan qui sera à nouveau présent parmi les anciens vainqueurs, épaulé lui par Anthony Turgis et Danielos. Il y a aussi du Philippe Hogan, il y a du Nassen, on a du Jasper Stuyven, Edward Tuns du côté de la Trek avec Mads Pedersen, l'ancien champion du monde, Stefan Küng chez Groupama, bref, énormément de prétendants. Mais c'est vrai on a tous tendance à parler de ce duel Van Der Poel-Van Aert. Est-ce que toi, Lolo, tu penses que ça va se jouer entre ces deux-là, ou bien on va avoir droit à, entre guillemets, un 4 étoiles et non pas un 5 étoiles? Alors non, mon Florian, non, on va se calmer, Van Der Poel, machin, un truc. Van Der Poel, ok, il peut être devant. Pogacar, enfin non, Van Aert, Pogacar, il est pas là. Non. Il a fait croire. Ouais, non, mais tant mieux, parce que de toute façon, il aurait pris un éclat, donc ça sert à rien, j'ai envie de te dire. Non, Van Aert, je sais pas, écoute, ils ont été très bons là dans le début de ces classiques, à être toujours devant, tu vois, avec Christophe Laporte et compagnie, mais on dirait qu'ils montaient pas en pression, tu vois. Ils ont été là, vrai, et là, bon, ils ont joué un peu de malchance aussi, il faut dire, sur le Tour des Flandres et tout, il y a eu des chutes, il y a eu pas mal de malchance. Donc, est-ce que ce serait pas l'arbre aussi qui cache la forêt, tu vois? Alors, ils sont fatigués, mais c'est pour mieux surprendre.
Tu vois, donc Van Der Poel, je pense qu'il sera devant. C'est vrai. Mais, tu vois, moi je me dis. La dynamique est plutôt en faveur de Van Der Poel. Ouais, mais Van Der Poel, à un moment donné, Van Der Poel, il va se faire démonter par les jaunes et noirs. Tu vois, les petites abeilles, elles vont arriver, zzz, tac tac, bang bang, ils vont démonter tout le monde. Moi, je suis plus pour Van Aert. Van Aert, il a la dalle. Christophe Laporte, il a la dalle. À mon avis, ils ont une équipe qui est beaucoup mieux constituée pour aller affronter les pavés qu'un Van Der Poel, même si Van Der Poel est très fort et on sait que tout seul, il est très bien capable de se débrouiller et d'aller gagner. Mais moi, je dirais plus les jaunes et noirs. Eh ben écoute, moi je vais prendre un autre parti, je vais prendre le parti de dire que ni l'un ni l'autre ne l'emportera, et d'ailleurs ni un Jumbo-Visma ni un Alpecin Phoenix. Je pense qu'on va avoir des troubles faits. Comme c'est souvent le cas de toute façon à Roubaix, il faut aussi, on le sait, hein, avoir un petit peu de réussite et un peu de chance. Je leur souhaite pas évidemment de faire 10 crevaisons chacun, mais je pense que dans tout ça, il y a un collectif qui ressort en dehors de celui de la Jumbo-Visma, c'est celui de l'Ineos Grenadier, qui a démontré d'ailleurs en remportant l'Amstel avec Kiato ce week-end qu'ils étaient très très costauds. Il y a quand même Ghana, Lucro, Van Barle, Viviani. Il y a vraiment du beau monde du côté de la Ineos. Un collectif qui est très très homogène en réalité, avec des coureurs qui peuvent vraiment tous briller sur ce type de parcours. Donc moi je crois que eux pourront faire partie des troubles faits avec plein d'autres individualités comme Stefan Kung, on en a parlé, comme Campenarts qui a fait une très belle campagne de classique aussi. Et je pense que tout cela, avec la Quick Step qui a aussi son mot à dire et qui est en manque de résultats, vont dynamiter la course et la rendre imprévisible et peut-être faire perdre les deux grands favoris. C'est possible mon Flo, je t'avoue que ouais, tu peux avoir raison, c'est vrai qu'Ineos on n'a pas trop l'habitude de les voir sur les pavés de Roubaix ou autre, mais cette année ils montent vraiment en pression, ils ont les gaziers pour, et derrière ils ont moyen vraiment d'aller jouer les troubles faits. Tu l'as dit, il y a aussi Quick Step, alors certes ils ont un peu manqué de, entre guillemets, de résultats sur les classiques depuis le début de cette campagne, mais ils ont quand même une équipe qui enfin sur le papier, ils ont une équipe de malades, en vrai. Quand tu vois Zdenek Stibar, Lampart, Asgreen, Ballerini, De Klerk, Sénéchal, non mais en vrai, sur le papier, si tu regardes que la liste de départ, tu dis Quick-Step, ils en mettent 3 dans les 5. En vrai. Si tu regardes un peu oui, en le amont, problème c'est voilà. que clairement, ils sont en manque de confiance actuellement Quick-Step et peut-être aussi en manque de forme. Peut-être que la préparation hivernale de Quick-Step n'a pas été celle des années passées. On ne sait pas quels sont, certainement qu'il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en compte. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont très bien préparées et qui, elles, sont en confiance au contraire. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est qu'ils sont obligés de peser sur la course et ils vont le faire. On a vu Florian Sénéchal être à l'attaque ce week-end sur l'Amstel, c'est pas pour rien, hein. Il a fait des efforts dans l'optique de Roubaix, on le sait très bien aussi. On a vu qu'au Tour des Flandres, ils avaient très bien joué le coup, mais ils en ont manqué dans le final, ils avaient un coup d'avance d'un point de vue stratégique. Je pense que des équipes comme Quick-Step vont de toute façon dynamiter la course en envoyant des gars très costauds à l'avant, relativement tôt, et je pense que ça va influencer le scénario de la course. Je pense aussi que la Bahrain Victorious, qui est amputée de son leader, Colbrelli, on l'a dit, a de très beaux atouts à jouer, hein, on n'en a pas parlé, mais on a vu Fred White qui marche très très bien, Mohoric qui a gagné déjà son monument cette année. Il y a tous ces gens-là qui vont avoir intérêt à collaborer avec aussi la groupe 1 FDJ, on a dit Stefan Kung qui marche très très fort. Toutes ces équipes-là, un peu en dehors de ce duo Van Der Poel-Van Aert, qui ont tout intérêt à dynamiter les choses et à brouiller un peu les pistes. Et qu'est-ce que t'en dirais, toi, mon Flo, des équipes un peu, entre guillemets, un peu moins en vue, avec la Wanty? Ils ont quand même Alexander Christophe, ils ont Adrien Petit et Dimitri Claes. C'est quand même des mecs sur les pavés qui vont très bien. Donc pourquoi pas tu fais très bien d'en tu parler, vois, tu fais très bien. Et on oublie aussi, on en oublie un, c'est John de Genkolb. Bon, on l'a pas vu depuis longtemps, certes, mais chez DSM, mais c'est quand même un mec des pavés, tu vois. Donc pourquoi pas avoir une surprise cette année et tu vois une bagarre de gros poissons qui favoriserait au final des mecs un peu moins en vue durant cette période. Moi, je dis pourquoi pas. Ah, mais tu as tout à fait raison d'en parler, hein. Les pavés, c'est aussi très technique, hein. Il n'y a pas que le physique qui compte, évidemment, ça compte énormément. Mais John de Genkolb est peut-être pas dans la dynamique de sa vie mais on sait qu'en tout cas, d'un point de vue technique, il a déjà démontré qu'il était très bon.
Par contre, Alexander Kristoff, qu'on a beaucoup moqué cet hiver pour ses kilos en trop, eh ben, si on sait qu'il y a un endroit où ça gêne pas trop, c'est les pavés, et il a quand même démontré que il est au top de sa forme. Hein. Il a gagné pour la première fois de sa vie une course en solitaire, et c'est quand même une sacrée machine à watts. S'il se retrouve dans un bon coup bien placé, moi, j'aimerais pas arriver sur le vélodrome avec lui au sprint, tu vois ce que je veux dire. On a aussi des noms, peut-être que Sagan n'est pas dans la forme de sa vie, mais chez Total Energy, il y a quand même de très beaux poissons. Je pense plus aux jeunes qu'aux anciens. Hein. Sagan et Terpstra, pour moi, c'est niet, ils feront rien. Boasson-Hagen non plus. Je pense que c'est fini pour eux, en tout cas pour cette saison, ils peuvent toujours revenir. Mais en tout cas, on a Van Gestel et Turgis qui, eux, à mon avis, tu vois, pareil, dans un coup anticipé de loin, peuvent créer des surprises. Il y a vraiment dans chaque équipe, comme ça, des individualités qui peuvent vraiment créer des surprises. J'en avais noté d'autres. Tu as parlé également de qui tu parlais chez Intermarché. On a dit il y a Adrien Petit qui marche très bien, mais qui, à mon avis, il sera plus cantonné dans un rôle d'équipier où il risque de laisser pas mal de plumes, mais pourquoi pas. Ouais, c'est ça, Adrien Petit, tu vois, il y a Dimitri Gleis avec eux, où j'ai couru avec chez Cofidis, donc je sais que c'est un mec qui va bien sur les pavés. Après, on va voir, hein, il est aussi en dents de scie. Donc à voir, mais déjà avec ce trio dans cette équipe-là, moi, je me dis qu'il y a moyen de faire des trucs. Comme tu disais, chez Total Energy, j'y reviens, mais Anthony Turgis, il a montré qu'il était en pleine forme. Il a faim, il aime les pavés, tu vois, s'il se manque pas, s'il a de la chance, parce qu'on sait que le facteur chance à Roubaix, il a quand même une importance qui est pas des moindres. Donc moi je me dis qu'il y a moyen aussi d'avoir des belles surprises avec des plus jeunes, voilà. Surtout s'il fait beau mon Flo, tu vois, la course change, ce sera pas la course de l'an dernier. C'est sûr. Je voudrais revenir sur Ineos parce que tu disais on n'a pas trop l'habitude de les voir dans ce genre de course. L'année dernière, ils ont quand même failli gagner. Hein. Je te rappelle, Gianni Moscon, s'il crève pas dans le final, à mon avis, il peut se la jouer, la victoire. Je trouve que depuis quelques années, ils ont vraiment eu une métamorphose. Certes, ils gagnent plus sur le Tour de France, mais ils ont vraiment solidifié leur composition d'équipe dans les classiques. Et je trouve qu'ils ont aussi acquis de l'expérience, en tout cas, ils courent parfaitement bien. Ils étaient en surnombre dans de nombreuses classiques belges récemment. Ils ont gagné ce week-end de très peu avec Kwiatkowski qui sera aussi au départ de Roubaix a priori. À mon avis, c'est pas spécialement pour lui, mais je répète, ils ont un collectif que je pense très homogène. À mon avis, ils vont eux aussi peser sur la course. Et comme ils ne sont pas attendus, attention à... tu vois, ouais, c'est vrai. Pas les retrouver à l'avant et se retrouver en position de gagne. Ouais, c'est vrai. C'est un peu mon pari risqué, on va dire, de ce Roubaix. Je sais pas pourquoi, mais je sens Ineos. Ouais. Alors, ils viendront pas, on rappelle, avec Tom Pidcock, hein, qui est aussi un des phénomènes qu'on attend un jour sur les pavés roubaisiens, qu'on aimerait voir en tout cas évoluer sur ces pavés. Il n'est pas prévu au départ de la course, a priori. Il n'y a que du plus de 80 kg au départ chez Ineos, à part Kwiatkowski, je pense. Ouais, c'est ça. Mais bon, en soi, j'ai envie de te dire, c'est une course qui est relativement plate et qui est dédiée à des coureurs puissants. Après, même si tu regardes, hein, au final, ces dernières années, les coureurs qui vont te gagner des grands tours, c'est des coureurs qui vont te gagner des classiques sur les pavés. C'est des coureurs qui... Est-ce qu'on ne reviendrait pas aussi un peu à l'époque des 10 Merckx, quoi? Les mecs, ils gagnent partout. Tu vois, ça s'est peut-être un peu nivelé. Les équipes jouent moins, tu sais, Je te vois venir. Ouais, voilà. Tu vois, les équipes, j'ai l'impression qu'elles jouent moins le truc de... On a une grosse équipe, un gros collectif qui est fixé sur l'objectif du Tour de France, de la Vuelta, de ceci, de ça, des grosses courses à étapes où on fait du boulot, on attend, on met la machine à rouler, ceci, cela. Là, depuis le début de saison, on a quand même des coureurs qui sont leaders, qui sont très offensifs, ça bagarre tout le temps. Et c'est des coureurs qui gagnent en montagne, qui gagnent des classements généraux, qui gagnent sur des classiques. Donc, est-ce qu'on reviendrait pas aussi à cette tendance-là, un peu en arrière, tu vois, genre la génération des mecs des courses à étapes, des albatros, là, comme Christopher Froome et tout ça, elle passerait pas un peu et on a des mecs vraiment offensifs et de la bagarre et des gars qui vont sur tous les terrains, quoi. Alors je rappelle que Tadej Pogačar, évidemment, tous les regards sont tournés vers lui, ne sera pas au départ de ce Roubaix. Évidemment, la rumeur a gonflé quand on a vu qu'il était en reconnaissance sur les pavés, mais on rappelle qu'il y aura une étape pavée sur le Tour de France et que c'était bien dans ce but-là qu'il a reconnu des secteurs pavés. Il a dit qu'un jour, il aimerait faire Paris-Roubaix. Pareil pour un Julien Alaphilippe, pour un Tom Pidcock, c'est des gabarits légers, mais dont on sait qu'ils ont des très bonnes habilités de pilotage, hein, notamment pour au moins 2
Détroit de très très bons résultats en cyclocross par le passé. Mais on sait aussi que le poids moyen d'un vainqueur de Roubaix est au-delà des 75 kg, ce qui fait quand même exception dans le monde du vélo. Donc le facteur poids est important. On va pas non plus leur laisser les vélos, c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est vrai qu'on se pose la question, vu la domination d'un Poggi sur tous les terrains, est-ce qu'il pourrait passer sur les pavés et aller l'emporter? Écoute, l'avenir nous le dira, on va déjà avoir un élément de réponse sur le Tour, même si c'est souvent une course bien différente d'une classique. Mais à mon avis, sur le Tour, il va très bien passer. De là à gagner un Paris-Roubaix, je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. Et en tout cas, ce ne sera pas pour cette année, mon Lolo. Donc il faudra qu'on patiente. Et je reste persuadé que cette année encore, le vainqueur sera au moins aux alentours des 75 kg, si ce n'est plus. Donc je te propose à passer chez les femmes, parce que si tu veux voir gagner des poids légers, c'est là où il va falloir regarder. Et pour le coup... pour l'avoir vécu dans la roue de Cricri Magérus, je peux vous dire qu'on peut faire moins de 70 kg et envoyer sur les pavés. Et là, on voit aussi que la technique du cyclocross aide beaucoup, même s'il faut quand même un sacré moteur et de la puissance. Donc tu l'as dit Lolo, Lizzie Deignan ne sera pas là pour la meilleure des raisons. Mais il y a quand même du beau monde. Qui c'est que tu as listé? Attends, moi déjà j'aimerais parler du parcours, Flo. Après on va parler des prétendantes au titre de Paris-Roubaix. Donc déjà elles auront 116 km, Flo. Il y aura 17 secteurs pavés. Donc il y aura en tout 29 km 200 de secteurs pavés. Elles emprunteront aussi le carrefour de l'Arbre. Elles emprunteront aussi Mont-Saint-Pével, le secteur qui fait 3 km, qui fait très mal. Là, pour le coup, ce secteur, le carrelage est très très mal posé. Vraiment là, celui-là, il peut faire très mal. Et elles auront pas. Alors ça, c'est dommage parce que moi, j'aimerais bien les voir, les femmes, sur la trouée d'Arambert. Elles auront pas la trouée d'Arambert. Donc en fait, elles partiront, je sais plus exactement d'où, de Denain, départ de Denain, la belle ville de Denain. Et elles récupéreront le parcours des hommes depuis le secteur de Ornain. Ornain, secteur de 3 km 7, et après elles enchaîneront exactement le même parcours que les hommes. Donc ça nous promet encore une fois un beau spectacle, mon Flo, avec des beaux secteurs et une belle bagarre. Ouais. Alors tu as bien fait de parler du parcours parce que je pense que la course des femmes est même plus dure que celle des hommes parce qu'elle est plus condensée en pavé, elle est plus équilibrée entre guillemets. Hein. Les hommes au final ont plus de distance mais ils ont beaucoup plus de route à parcourir avant d'arriver sur les premiers secteurs pavés. C'était déjà le cas l'année dernière pour elles, hein. Du coup ça donne une vraie bagarre, ce qui a donné un spectacle fou. Et aussi, c'est l'une des courses féminines, si ce n'est la course féminine, qui a été la plus suivie l'année dernière pour sa première édition. Je pense que ça va à nouveau être un très très beau succès. D'ailleurs, ASO s'y est pas trompé, ils ont mis la course le samedi, donc la veille de la course des hommes. Donc vous pouvez aussi la regarder sur GCN+, samedi les femmes et dimanche les hommes. On va parler un peu du coup des prétendantes au titre. Hein. Il y en a pas mal, malgré l'absence de la vainqueur en titre. Chez Trek, on a un beau collectif aussi, tu vois, qui me fait penser un peu à ce fameux collectif Ineos chez les hommes. On a Lucinda Brandt, on a Elisa Longo-Borghini et Elisa Balsamo qui sont prévues au départ, accompagnées évidemment de notre Frenchie Audrey Cordon-Rago. La question que je me pose, c'est est-ce que Audrey elle aura un petit peu de liberté étant à Paris-Roubaix, sol français. On pourrait la retrouver aussi dans une échappée. Ouais. Donc ça pourrait être intéressant à voir parce qu'on sait que c'est très ouvert d'un point de vue scénario chez les femmes aussi, hein, parce qu'on n'a pas 100 ans d'historique et puis ça reste un Paris-Roubaix, donc ça peut être intéressant. Mais on a aussi l'ogre Marianne Vos qui sera au départ et qui en 2022 a retrouvé les jambes de sa première jeunesse. Donc ça promet du beau spectacle. Qui est-ce que tu as noté d'autres? J'imagine du côté de la SD Works, qui est aussi un très gros collectif, il y a du monde. Bah ouais mon Flo, moi je vais te donner ma prétendante après. Mais pour moi, déjà, c'est chez SD Works, on a l'autocopéki, tu vois, j'ai envie de te dire, elle est présente depuis le début de saison. Et pour moi, sur les pavés, y a pas photo, tu vois, elle va aller très bien. Derrière, on a Cricri Magérus, tu l'as dit tout à l'heure, qui envoie sec sur les pavés. Elle nous a déjà bien fait mal aux jambes. Mais nous, on n'est pas des références, hein. Donc on peut pas se comparer à elle, Flo. Et puis elle a gagné aussi, ça l'a mise en confiance. Donc je pense qu'elle sera pas loin. Après, il y a le facteur chance aussi qui entrera en compte dans ce Roubaix. Mais ça, c'est des... Oui, l'année dernière, elle est tombée à plusieurs reprises, Cricri Magérus d'ailleurs. Mais bon, cette année, on l'a dit, ça devrait être sec. Donc on espère que ça se passe. C'est ça, ouais. Et encore, quand c'est sec, en général, ils veulent rouler plus fort, ils prennent plus de risques et ils se mettent tout autant de boîte. Donc généralement, voilà, ça échelonne le truc. Et derrière, on a Chantal Vandenbroek-Black. Donc je pense qu'il aussi
peut être là en second couteau, mais c'est très fort. Mais derrière pour moi c'est quand même Margot Vigie, tu vois, la française, la petite Frenchie de l'équipe italienne Valcar, qui pour moi tu vois peut créer la surprise. Ouais, bon, alors là, on rentre dans le club des poteaux, donc on salue Margot évidemment. On rappelle, hein, elle a un parcours particulier, Margot, parce qu'elle vient quand même du Fixie, elle est passée par les Red Hook, la Rad Race, tout ça, et puis elle se retrouve dans le peloton professionnel. Elle a fait une très belle carrière et elle progresse tous les ans. Elle est souvent dans un rôle d'équipière, hein, mais peut-être que là, elle aura aussi sa carte à jouer, se retrouver dans un coup. En tout cas, on espère. Une petite Frenchie émigrée en Italie, ça te rappellera quelqu'un certainement. Elle a d'ailleurs Chiara Consoni dans son équipe, qui marche très très fort, hein, mais qui souvent l'emporte au sprint. Je pense pas que ce Roubaix arrivera au sprint. Et puis Chiara, c'est quand même pour une sprinteuse un petit gabarit par rapport à, tu l'as dit, une Lotte Kopecky, qui développe un peu plus de watts, je pense, sur les pavés et qui l'a démontré en gagnant juste Strade Bianche et les Flandres cette année. Donc déjà, ça te pose un palmarès. Donc c'est vrai que Lotte Kopecky et Marianne Vos me semblent être parmi les plus fortes au départ. Avec ce collectif de la Trek aussi qui peut venir jouer les troubles fêtes, on verra. Mais moi j'aimerais bien retrouver Audrey Cordon-Rago et Margot Vigier dans une belle échappée. Ça serait cool. Et pourquoi pas une surprise et l'échappée qui va au bout. Ouais, ça serait cool, une belle bagarre là devant entre Frenchies, ce serait génial. Ouais, bon là on fait un peu quand même les chauvins. On rappelle que c'est une chaîne francophone avant tout, et on sera très content de voir gagner aussi Lotte Kopecky si elle le mérite. Hein. Bien sûr. Je voulais, mon Lolo d'ailleurs, en parlant de nationalité, terminer cette preview sur une stat qui me semble intéressante parce que je pense qu'elle reflète bien ce qu'est devenu le cyclisme aujourd'hui. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, quasiment toutes les équipes sont multinationales. On a chez les hommes une seule équipe qui est 100% de la même nationalité et qui sera au départ, c'est l'équipe belge baloise. Donc c'est pas une équipe de World Tour. Ok, donc ça peut s'entendre évidemment. Et chez les femmes, c'est un peu la même chose puisque c'est les équipes Arkea qui présentent 100% de coureurs françaises au départ et Park Hotel qui présente 100% de néerlandaises. C'est assez logique là aussi et c'est, on le rappelle, des équipes qui ne sont pas inscrites au World Tour. Sinon, toutes les autres équipes sont multiculturelles et ça démontre quand même à quel point le vélo s'est internationalisé ces dernières années, y compris chez les femmes. Bon, il y a quand même un petit hic, mon Lolo, c'est que c'est quand même beaucoup d'Européens, en particulier sur les pavés. C'est vrai qu'on retrouve pas beaucoup de Colombiens. Ah non, mais c'est sûr, les Colombiens en même temps, c'est les petites sauterelles, ils font 1m54. 32 kilos, ils sont là pour monter d'école. Tu les vois dans l'école, ils avionnent comme jamais. Bon, après, c'est vrai que les pavés, je crois que c'est pas la culture nationale. Quoi qu'ils ont quelques pavés quand même chez eux. Il y a pas mal de routes pavées, il me semble. Mais bon, c'est souvent comme ça. Bon, en tout cas, on espère que Nairo, il se fera lester son canyon pour le Tour cet été pour passer les pavés, mais c'est sûr qu'a priori, c'est pas les gabarits pour. Je te propose, mon Lolo, qu'on conclue là-dessus. En tout cas, rappelez-vous, samedi les femmes, dimanche les hommes, il y aura du beau spectacle pour ce week-end de Pâques, à ne pas manquer, et je te propose qu'on passe à l'actu et aux résultats. Et cette semaine dans l'actu, mon Flo, on va parler, tu sais quoi, on va pas parler, tu vas parler du fameux Sarris Rouvi. Vas-y, raconte-nous. Oui, Sarris Rouvi Sauerland, qui est une équipe, on le rappelle, continentale, qui a décidé de lancer une grande détection virtuelle, de cyclisme virtuel du coup, grâce à Sarris et Rouvi, qui sont les partenaires de l'équipe, pour trouver de jeunes talents et les intégrer à leur équipe professionnelle. Et on a eu la chance de participer en tant que présentateur JCN à cette dernière semaine, à cette finale de sélection. Et donc le résultat est à retrouver dimanche dans une vidéo un peu particulière en version télé-réalité. Vous allez vivre de l'intérieur le moment de décision et quels sont les jeunes talents qui ont été intégrés à cette équipe. Voilà, et on ne manquera pas de vous donner de leurs nouvelles tout au long de l'année. D'ailleurs, profitez en description, si vous voulez tester Rouvi, on vous offre un test gratuit grâce à un lien que vous retrouvez en description. Donc n'hésitez pas, allez-y. Mon Lolo, si tu nous disais quelles sont les actus du côté de notre partenaire Castelli, parce que je crois que c'est la fin de vie de notre magnifique kit rouge et du coup il y a des promos. Tu l'as dit mon Flo, l'actualité mode cette semaine, c'est que nous allons changer nos couleurs. Eh oui, on va avoir un nouveau design de maillot chez JCN. Donc c'est le moment de faire des bonnes affaires si vous voulez encore bénéficier si vous voulez acheter notre maillot, le fameux kit pro, le rouge et noir, vous avez 30% de réduction sur le site JCN, le site marchand. Après, ce sera trop tard parce qu'on va tout changer et là, il y aura des sacrées nouvelles couleurs.
que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, et toi non plus Flo. Ah peut-être que toi t'as vu mais tu m'as pas dit. Non, c'est une surprise, je sais pas, mais ça arrive en tout cas. Ce qu'on sait, c'est que notre kit rouge, il reste magnifique, donc profitez-en, 30%, ça vaut le coup. Et d'ailleurs, il y a aussi une sortie du côté de chez Castelli, mon Lolo, avec nouveau cuissard Free Aero. Dis-nous, parce que c'est toi qui l'as reçu, moi je l'ai pas testé encore. Ça ouais, alors Castelli qui sort son nouveau cuissard aujourd'hui, ni plus ni moins. Le Free Aero FC RC. Alors c'est Racing Cycling peut-être, je sais pas, parce que c'est une tuerie mon pauvre. Le confort, l'aéro, et en fait c'est une espèce de double peau. T'as l'impression que tu mets c'est pas une combi du coup, c'est un cuissard, mais une combi de chrono. Tu vois sur tes petites pattes, mon gars, de poulet. Tu sens ce genre de seconde peau. C'est doux, c'est agréable. Le confort de la peau de chameau et tout, les bretelles elles te tirent pas trop, franchement, mais avec ça, je gagne 4 secondes sur tous les chronos, on peut faire tous les défis que tu veux, avec toutes les équipes d'ICN que tu veux, les mecs, mais je mets un cuissard comme ça, 4 secondes, in the pocket, direct, sûr. Ok, je serai m'en souvenir mon Lolo. Bon, on passe au résultat. Évidemment, la semaine dernière, c'était le tour de ton pays, du Pays Basque, qui nous a offert un spectacle magnifique, que ce soit sur le vélo ou en dehors, puisque je dois admettre que c'est vrai que vous avez le meilleur des publics cyclistes avec les Belges. Clairement, allez, les Bretons aussi, on va les inclure, mais en tout cas, c'est un peu le trio magique. Et on a vu de très très belles images, et sous le soleil, mon Lolo. Ouais, il y a eu du soleil au Pays Basque, et ça, c'est chose très rare. Enfin, sur la course, hein, parce que sinon, au Pays Basque, il fait quand même beau toute l'année. Il faut pas oublier. D'ailleurs, t'as vu dans l'interview de Julien Philippe, Flo, je t'ai fait une petite dédicace à la fin. Il faisait quand même grandement beau ce jour, ce jour du chrono. Après, j'ai vu qu'en commentaire, on nous disait qu'on lui avait porté la poisse sur le chrono et tout. Moi, je pense qu'on lui a surtout porté chance pour le lendemain quand il a gagné. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Je rappelle, interview de Warren Barguil la semaine d'après, il gagne. Interview de Julien Alaphilippe le lendemain, il gagne. Donc, je relance mon appel. Si vous voulez gagner, vous êtes coureur professionnel, contactez Loïc Chetou, Florian Chabal. Il n'y a pas de problème, on viendra vous faire une interview. En général, dans les semaines qui suivent, c'est la victoire assurée. Bon, du coup, en parlant de victoire, mon Lolo, c'est qui a gagné? Bah du coup qui a gagné c'est Daniel Felipe Martinez de Ineos Grenadier qui l'emporte devant Yon Izagirre de Cofidis, et c'est dommage parce que Yon Izagirre qui était à domicile, tu vois, en plus à 11 secondes ça fait un peu yesh, j'ai envie de te dire, mais c'est pas grave, il est quand même tombé, il faut dire qu'il est tombé, il est revenu, il a été gagné la dernière étape. Et en troisième on a Alexander Vlasov qui complète ce podium, mais du côté des vainqueurs de la semaine, on va y revenir parce que là il y en a quand même eu des nouveaux tous les jours et ça a été beau. On a eu Primoz Roglic qui l'a remporté sur le prologue, le chrono de quelques secondes. Hein. On a Julien Alaphilippe qui remporte la première étape dans un magnifique sprint lancé magnifiquement. Bon, on va pas y revenir. Bref, on a victoire du Basque Pello Bilbao aussi. D'ailleurs, faudrait leur dire à Pro Cycling Stat qu'ils modifient les drapeaux parce que drapeau espagnol, moi je trouve pas ça cool. Ça serait bien de leur mettre des petits drapeaux basques. Derrière, on a Daniel Felipe Martinez qui emporte la 4e étape. On a Carlos Rodriguez, l'Espagnol, qui remporte l'avant-dernière étape, et Yon Izagirre, le Basque, la dernière étape. Là, c'est pareil, ils ont mis un drapeau espagnol. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça fait beaucoup de victoires basques pour le Tour National, hein. C'est pas mal ça quand même. Ah, ils sont à domicile. Bon, on va pas trop s'attarder parce qu'on a déjà fait un show qui est suffisamment long. On va quand même donner évidemment les vainqueurs de l'Amstel Gold Race dont on a parlé pas mal dans la prévue de Roubaix. On n'a pas beaucoup parlé des femmes. Chez les hommes, on l'a dit, c'est Michel Kwiatkowski qui l'emporte d'un boyau, mais vraiment d'un boyau devant Benoît Costefroy qui a pensé un temps avoir gagné. Troisième, Tige Benoît, donc des acteurs qu'on risque de retrouver ce week-end. À part peut-être pour Benoît qui n'était pas prévu sur les pavés de Roubaix. Chez les femmes, on a eu un beau spectacle avec une victoire en solitaire de Marta Cavalli qui, elle, est sortie dans les tout derniers mètres et dans un très très bon timing en tout cas, devant Demi Vollering et Liane Lippert. Les deux courses féminines et masculines sont retrouvées sur la chaîne, le résumé complet en français évidemment. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est juste en dessous les vidéos de ce week-end. Donc allez-y, et mon Lolo, je te propose qu'on conclue par le vélo de la semaine. Eh ouais, le fameux vélo de la semaine, c'est vrai, moi j'allais l'oublier, tu sais. Bon du coup, cette semaine, c'est Red Leader qui l'emporte avec son Giant, qu'il a placé sous les magnifiques panneaux de Rosses, Figueres, Cadaqués, enfin les directions du moins, donc on se doute qu'il était en plein stage en Espagne. J'ai envie de te dire, t'as un très joli vélo, t'as presque respecté. Non, si, franchement, il a respecté des trucs. Tu vois qu'il a mis la chaîne tout à droite. La manivelle est pas tout à fait à l'horizontale, mais on peut lui pardonner. Il a été chercher la vue dans les montagnes. Moi, je dis c'est pas mal. Il y a peut-être, allez, on va chipoter.
La douille de direction, faut la couper à ras. Mais sinon, j'ai envie de te dire, sobre, efficace, ce Giant, moi je trouve c'est classe. Ça reste classe, c'est la classe. Et la petite chaîne dorée, on appréciera le petit détail. Oui, bah, la douille de direction, oui, la coupe à ras, c'est bien, mais quand tu veux revendre ton vélo, ça laisse peu de possibilités aussi. Donc bon, et des fois, il faut savoir faire un juste compromis. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis si vous êtes encore là jusqu'au bout. Évidemment, on a longuement parlé de ce Paris-Roubaix, mais ça en dit long sur notre excitation pour ce week-end. Donc à ne pas manquer. Et nous, on se retrouve sur la chaîne jeudi, samedi et dimanche pour du contenu comme d'habitude. Allez, ciao! Allez, salut!